contre la vie chère. RTL Matin. Stéphane Carpentier. Philippe Corbet, vous recevez ce matin l'ancien monsieur Afrique du Parti Socialiste, de retour d'Abidjan, un proche de Laurent Gbagbo. Bonjour Kylian Berti. Bonjour. On ne se trompe pas lorsqu'on dit que vous êtes un ami intime de Laurent Gbagbo. Vous l'avez même hébergé chez vous lorsqu'il était en exil dans les années 80. Disons que nous sommes croisés en 1982 quand l'arrivée en France et s'est battu pour avoir un statut de réfugié politique face à Houphouët-Boigny. Et il a fallu 3 ans et demi pour qu'il l'obtienne. Monsieur Mitterrand était président et les relations... Et vous l'hébergiez? Je l'ai effectivement hébergé, mais je ne pense que ceci n'intéresse pas beaucoup les auditeurs. Vous en parliez justement, Laurent Gbagbo était un homme qui combattait la dictature, qui était en exil en France. C'est un peu triste quand même de voir un homme qui a combattu la dictature devenir lui-même un dictateur finalement. Ça, vous reprenez les propos de Laurent Fabius hier, Je Premier reprends ministre. Les propos de l'ensemble de la communauté internationale. Oui, enfin disons précisément que M. Fabius a tenu ses propos hier. Je suis moi-même socialiste. Je voudrais faire observer qu'aujourd'hui, effectivement, la Côte d'Ivoire est dans une impasse parce qu'à la fois le président Gbagbo et Alassane Ouattara sont certains de leurs bons droits. D'un côté, en l'occurrence, il y en a un qui est élu, reconnu par la communauté internationale, et l'autre qui est un dictateur et qui reste au pouvoir par la force. Disons que votre raccourci est saisissant, mais la commission électorale qui a proclamé M. Ouattara vainqueur est totalement contrôlée, largement contrôlée. On ne va pas rentrer dans le débat là-dessus. Les Nations Unies considèrent que Ouattara est le seul président. Donc je fais comme simple remarque que les Nations Unies avalisent des résultats qui ont entériné une fraude manifeste, puisqu'il y a 2200 procès-verbaux sur les 20 000 bureaux de vote dans lesquels il y a plus de votants que d'inscrits. C'est quand même assez singulier. Et est-ce que les Nations Unies mentent également lorsqu'elles dénoncent des violations massives de Laurent Gbagbo ces 3 derniers jours, des violations massives des droits de l'homme, 50 morts, 200 blessés de la part des milices de Laurent Gbagbo? Disons que je n'irai pas jusque-là, mais simplement ce que je constate, c'est que nous avons un tsunami diplomatique et médiatique vraiment à sens unique. Je me suis d'ailleurs réjoui hier que France 2, notamment, montre des images de ce qu'il est convenu d'appeler le camp Gbagbo. N'oublions pas quand même que c'est un pays, la Côte d'Ivoire, un pays d'Afrique où vous avez 2 blocs politiques, quasiment à 50-50. Et je déplore que finalement, souvent en Occident, on se satisfait d'élections au premier tour de présidents africains à 70-80%. Et que pour une fois que vous avez un scrutin démocratique, c'est haro sur le président qui l'a organisé. Disons que Laurent Gbagbo fait tirer sur la foule. Laurent Gbagbo est en train de tomber sur un scénario à la Ceausescu. Comment vous pouvez le soutenir? Fait tirer. Je pense que là, votre raccourci est aussi saisissant. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a aussi des membres des forces de l'ordre qui ont été tués et que donc ce sont de vrais affrontements et que l'ancienne rébellion n'a pas désarmé, contrairement aux accords qu'elle avait signés, et a semé la terreur dans le nord pendant le scrutin. D'ailleurs, M. Ouattara n'a fait aucun recours sur le reste du pays. Alors je vous lis un témoignage qui est publié ce matin dans La Croix, raconté par un religieux à Abidjan. Ça raconte l'histoire d'un gamin l'autre jour qui allait acheter des galettes pour son petit déjeuner dans un quartier pro-Gbagbo d'Abidjan. Les habitants, ne le connaissant pas, l'ont signalé aux forces de sécurité comme suspect. Les militaires l'ont tué de 2 balles. Voilà ce qui se passe aujourd'hui, en ce moment, en Côte d'Ivoire, parmi vos amis. Comment vous pouvez décemment soutenir ce genre de choses? Non, ce n'est pas une mise en accusation personnelle que vous faites. Je pense très sérieusement que c'est un procédé médiatique très courant de prendre un témoignage isolé qui effectivement va travailler l'opinion sur l'émotion. Moi, ce que je souhaiterais, c'est pour ça que j'ai accepté de venir. Nuit en ce moment. Non, mais les enlèvements, vous savez, on a connu ce genre d'insinuation en 2002, en 2004. Il faut quand même rappeler que M. Gbagbo, élu en 2000, dès le janvier 2001, a été victime d'un coup d'État qui a échoué, d'un nouveau coup d'État en 2002. Et je pense aujourd'hui, d'ailleurs, que le président Sarkozy, par la position qu'il a prise l'autre jour à Bruxelles, a peut-être signé une des pages les plus, je dirais, les plus affligeantes et les plus humiliantes de la diplomatie française. Justement, précisons aux auditeurs, vendredi à Bruxelles, Nicolas Sarkozy lance un ultimatum à Laurent Gbagbo pour qu'il quitte le pouvoir avant hier soir. Laurent Gbagbo lui a répondu en disant c'est aux troupes de l'ONU et aux 900 militaires français de partir. En gros, pour résumer, c'est un bras d'honneur. Je pense que c'est quand même un petit peu étrange de voir le président de la France agir un petit peu comme un petit caporal épinglant un soldat de première classe. Vous vous rendez compte ce que vous dites, président de la République française, petit caporal? Épinglant, mais c'est la relation. Vous avez vu comment il s'est exprimé derrière son pupitre, la rage aux lèvres. La rage aux lèvres? Absolument. Quand il disait Monsieur Gbagbo et son épouse, les postes qu'ils occupent, non, qu'il occupe. Enfin, visiblement, il n'était pas très très bien réglé. Je pense qu'il faut raison garder.
C'est vrai que le président français est certainement à la manœuvre. Il a d'ailleurs des relations d'amitié personnelle, puisque vous parlez de mes relations avec Laurent Gbagbo. Je ne suis pas le président de la République, mais lui a des relations très personnelles avec M. Ouattara depuis son mariage en 1991. Vous pensez que quand il défend cette position-là, il ne défend pas les intérêts de la France, mais des intérêts personnels? Les intérêts de la France, je pense qu'il les défend assez curieusement, et je pense qu'il n'a pas pesé toutes les conséquences que pourraient avoir ces propos. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une lettre de la DFE qui demandait à M. Sarkozy un peu plus de retenue dans ses prises de position. Vous dites qu'il ne mesure pas ses propos. Vous voulez dire quoi? Qu'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy en a une position aussi ferme pour défendre Alassane Ouattara, met en danger la vie des 15 000 Français qui vivent sur place, ou en tout cas leur sécurité? Ça pourrait être une des conséquences, et je me réjouis qu'hier, lors d'un meeting public, effectivement, des forces favorables au président Gbagbo aient clairement dit qu'elles ne s'en prendraient pas aux populations françaises. Et c'est ça qui me rassure. Non, mais ça me rassure en parce que... En l'occurrence, dans ce meeting soutenu par les pro-Gbagbo, et notamment l'un d'entre eux qui est un ministre et qui est chef des Jeunes Patriotes, a parlé de Nicolas Sarkozy en disant qu'il prépare un génocide. Non, je pense que de toute façon, le terme de génocide est beaucoup trop utilisé aujourd'hui dans notre monde, et je crois qu'il faut raison garder. Je crois qu'il faut faire une véritable enquête sur ce qu'a été ce scrutin, et discuter et négocier. L'attitude de Nicolas Sarkozy, c'est du colonialisme, comme disent d'autres proches de Laurent Gbagbo sur place? Disons que c'est la marque d'une diplomatie de notre âge. Et qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui? Qu'est-ce que doit faire Nicolas Sarkozy? Je pense très sincèrement qu'il faut cesser de dire les résultats de la commission électorale sont les résultats valables, et on fait abstraction du Conseil constitutionnel. Monsieur Sarkozy lui-même, dans un communiqué de l'Élysée le 2 décembre, disait « C'est désormais au Conseil constitutionnel qu'il revient de proclamer les résultats définitifs ». On ne peut pas faire cette impasse. Je crois que tant que l'Occident foulera les institutions républicaines mises en place dans des États d'Afrique, nous irons vers des catastrophes. Et je crois qu'il faut que le continent africain soit traité comme tous les continents du monde dans le cadre de la gouvernance mondiale. Guy Laberty, militant socialiste, ancien monsieur Afrique du PS et ami intime de Laurent Gbagbo, était l'invité d'RTL ce matin. Bonne journée. Merci messieurs, et je précise que la Côte d'Ivoire est au menu aussi sur notre site internet rtl.fr avec tous les reportages de l'envoyé spécial de la première radio de France, Olivier G. RTL 7h56. Dans un instant, la météo. RTL Matin. Stéphane Carpentier jusqu'à 9h30.